Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Campagne présidentielle avec un fait saillant, l'existence aujourd'hui de manière presque concrète, même si l'un de ces candidats putatifs n'est pas encore candidat officiel, je veux parler d'Éric Zemmour, d'une primaire à l'extrême droite et une configuration où à nouveau les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Valérie Gounet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice adjointe de Conspiracy Watch, et un autre historien, Nicolas Rousselier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment auteur de La force de gouverner le pouvoir exécutif en France aux éditions Gallimard. Peut-être un commentaire, Nicolas Rousselier, pour débuter, sur cette spécificité qui n'est pas uniquement française, mais qui semble bien présente dans notre pays, où l'électorat a tendance à s'intéresser aux nouveaux venus en politique. Oui, je crois que même on est peut-être à la deuxième ou troisième étape de l'évolution, vraiment une mutation de l'élection présidentielle. Une élection présidentielle qui, si on peut jouer sur les mots, devient de moins en moins gouvernable. Alors qu'on a une élection ingouvernable pour désigner des gouvernances. Ça devient un peu compliqué. L'étape nouvelle, c'est le fait que non seulement il peut y avoir une brèche, c'est-à-dire il peut y avoir une brusque montée des intentions de vote en faveur de quelqu'un de nouveau, mais la chose vraiment nouvelle, c'est vrai, vous venez de le dire, c'est quelqu'un qui ne vient pas du système ou de l'univers politique par rapport à avant. Avant, on avait eu des brusques montées comme ça. On peut penser à Chevènement, il y a longtemps, ou bien Emmanuel Macron, bien sûr, pour la dernière élection présidentielle. Donc, en fait, on a ces deux aspects, c'est-à-dire qu'on a une partie des électeurs, il ne faut pas exagérer, une partie des électeurs qu'on peut appeler des électeurs disponibles. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles effectivement à aller soudainement, en 2 ou 3 semaines, en tout cas en termes d'intention de vote, ils peuvent aller sur une marque nouvelle. Et le deuxième phénomène qui explique le premier, c'est que les partis politiques, producteurs normalement de repères, d'identité, sont extrêmement affaiblis. Donc ceci explique cela. Les électeurs disponibles, ce sont souvent des électeurs dépourvus en déshérence de partis politiques. Alors, ce n'est pas un phénomène seulement français, puisque évidemment Trump peut venir ici à l'esprit, mais y compris le président ukrainien Zelensky. On a en fait le fait que les pays qui ont en quelque sorte choisi la filière élection présidentielle pour désigner leurs gouvernants sont aux prises avec une forme d'élection qui devient folle, qui devient un peu comme une toupie. Alors que les pays, pensons à l'Allemagne évidemment, l'Angleterre aussi à sa manière, malgré les soubresauts du Brexit, là ce sont des pays à régime parlementaire, avec des partis politiques qui à peu près tiennent la route. Et ces partis politiques font des coalitions et désignent bien sûr un Premier ministre ou un chancelier, chancelière, mais où il n'y a pas le même phénomène. Donc on est un petit peu finalement aussi en train de payer ce caractère de la Ve République qui a mis toutes ses billes dans le même panier avec l'élection présidentielle, et surtout depuis le quinquennat. Même si Boris Johnson fut journaliste et à l'origine en tout cas n'était pas un homme politique traditionnel, Emmanuel Macron lui fut ministre de l'économie, mais là aussi Nicolas Rousselier, c'est malgré tout un homme qui a troublé le jeu lors de la dernière campagne présidentielle, puisque a priori, 1 an avant, on ne l'attendait pas comme il s'est imposé avec la rapidité et le succès pour l'élection présidentielle. Oui, là c'est encore plus spectaculaire qu'avec Emmanuel Macron, parce qu'on peut se demander aussi quelles sont les équipes, les moyens qui sont derrière Éric Zemmour. Alors qu'on sait que pour Emmanuel Macron, la préparation avait été plus longue, il avait aussi des moyens, il avait rassemblé un réseau, des équipes, et notamment avec En Marche. Donc là c'est encore plus spectaculaire dans ce côté, en quelque sorte on est dans un champ magnétique, il y a des paillettes, il y a un aimant qui arrive, et il y a des paillettes comme ça qui viennent se fixer sur l'aimant. C'est extrêmement spectaculaire. On ne peut que le constater. Là, pour le moment, on est dans cet événement. C'est difficile à expliquer, mais on peut constater en tout cas cette nouveauté troublante de l'élection présidentielle. Alors, ça a été spectaculaire pour Emmanuel Macron, puisqu'il a été élu lors de la dernière présidentielle. Et puis, l'autre fait notable, Nicolas Rousselier, c'est qu'assez rapidement, les personnes qui sont donc de nouveaux venus en politique cessent d'être des nouveaux venus pour, au contraire, être considérés comme des gens qui appartiennent en plein à cette classe politique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, leur cote de popularité diminue. C'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron aussi.
Oui, une fois au gouvernement, vous voulez dire, oui. Mais je pense que l'avantage des personnes qui viennent hors du système, c'est qu'ils viennent aussi d'un autre système, par exemple un système médiatique de journalistes. Et on voit par exemple qu'actuellement, Éric Zemmour est aussi un signe de la transformation de la nature même de la campagne politique, puisqu'il ne vient pas avec un programme au départ, une doctrine, puisqu'il n'y a pas de parti. En revanche, il va lancer presque chaque jour ou chaque week-end, comme ce week-end dernier, il va lancer comme ça des éléments. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique de cette élection depuis quelques années. C'est une élection qui a tendance à étendre son domaine finalement. C'est une extension du domaine de l'élection présidentielle assez spectaculaire. On a bien sûr les phénomènes des primaires, mais là, on a une primaire, comme vous le disiez, qui ne dit pas son nom, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et une extension du domaine de la campagne présidentielle, parce que probablement aussi, ça profite à certains médias d'avoir une campagne qui commence en septembre, avec par exemple des débats. Vous voyez, par exemple, il y a 4 débats qui sont annoncés pour les primaires fermées de LR, des Républicains pour la droite. Donc on a cet aspect, et quelqu'un qui a probablement, comme Zemmour, examiné la vie politique depuis longtemps, si vous voulez, fait autre chose, tout à fait autre chose que un parti, un congrès, un candidat. Ça, c'est pratiquement fini. Un commentaire, Valérie Gounet. Non, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans cette future élection, c'est la notion de place, quoi. On voit Éric Zemmour qui s'engouffre dans une brèche, en fait. Alors, s'il s'y engouffre, c'est qu'il a de la place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, outre la singularité de cette élection à venir, il s'engouffre, mais avec un art de la provocation. Il ne faut pas oublier, hein, il a choisi la provocation pour séduire, en tout cas, un électorat. Et pour l'instant, ça semblerait fonctionner, mais il faut prendre vraiment des précautions, comme on dit, parce qu'on est à quelques mois de la présidentielle. Des intentions de vote, c'est toujours compliqué, même s'il y a un sondage qui vient de paraître avec un panel important, c'est-à-dire à peu près 16 000 personnes qui sont sondées. Donc, il faut bien voir ça. Après, ce qui est très, je le redis, original, entre guillemets, ce sont les propositions, en tout cas ce qu'il lance, quoi. On est vraiment dans un champ lexical lié au conspirationnisme, lié en tout cas à une manipulation de l'histoire, et cette histoire, c'est pas rien, hein, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Et ce que je trouve aussi frappant dans ses propos, c'est qu'il reprend vraiment un champ sémantique qui est lié à la diabolisation. On en est là encore ce matin par rapport à l'émission dans laquelle il participait hier, le grand jury. Il revenait sur le grand remplacement. Fièrement, c'est-à-dire qu'il expliquait que 60% des personnes croyaient au grand remplacement. Alors justement, sur le lexique du complotisme, quel est le lien entre les déclarations d'Éric Zemmour et ce complotisme que vous étudiez, Valérie Gounet? Je crois qu'on peut rester 2 heures, en fait, aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que je parle du grand remplacement, c'est-à-dire cette substitution de population dans quelques décennies, hein, d'une population française qui va disparaître. Je pense aussi à ses propos sur Vichy. On est là, certains parlent de révisionnisme, d'autres de négationnisme. Mais pourquoi du complotisme sur Vichy ? Si vous voulez, quand on nie une partie de l'histoire, ça veut dire que si l'État français a sauvé des Juifs, si Pétain n'est pas responsable, on est dans une inversion de l'histoire totalement. Donc, si on va plus loin, même si, évidemment, Zemmour ne pose pas ces mots, les Juifs ont manipulé quelque chose. Il n'en est pas là, attention, mais c'est toujours ce qui sous-tend ces paroles. Parce que dans le même temps, il se présente comme étant gaulliste ou en tout cas attaché au général de Gaulle, Valérie Gounet. Oui, alors on est toujours aussi dans des espèces de cautions. Est-ce que cette caution, c'est-à-dire cette filiation avec le général de Gaulle peut fonctionner ? Pourquoi pas ? Parce que justement, hein, on est dans un électorat, j'allais dire, presque volatile. Alors cet homme est taxé d'extrême droite, j'allais dire radical. Hein, on voit bien ceux qui ont l'intention de voter pour lui, ils connaissent
ces marqueurs. Alors, on peut aussi avoir un aspect, j'allais dire, même si ça lui convient pas, noble. Il faut entretenir ces filiations qui parlent aux futurs électeurs, aux autres, et justement avoir, j'allais dire, une certaine, entre guillemets, cohérence par rapport à ces propos. Nicolas Rousselier, par ailleurs, lorsqu'on évoque ces différentes personnes comme Éric Zemmour, mais on pourrait parler aussi de Bernard Tapie, puisqu'on a vu à l'occasion des hommages qui lui ont été rendus que les personnalités transgressives étaient, semble-t-il, séduisantes pour les Français. En son temps, Emmanuel Macron, lui aussi, a été transgressif. Bien souvent, le nouveau venu est quelqu'un qui peut se permettre d'être transgressif, et c'est peut-être la raison pour laquelle aussi le remplacisme ou le dégagisme joue à plein sur la scène politique française. Oui, on a eu un proverbe où on dit ce qui est insignifiant, ce qui est excessif est insignifiant, et aujourd'hui c'est le contraire. Ce qui serait modéré et nuancé malheureusement passe pour insignifiant, et bon, on a une inversion des valeurs de ce point de vue-là. Alors, vous pointez une évolution entre Bernard Tapie, Emmanuel Macron et aujourd'hui Zemmour. Je pense que si on replace... Chacun a son style, mais, oui, mais bon, il s'agit à chaque fois de transgresser tout parti des règles. Oui, mais vous avez, si vous voulez, une sorte de préférence de la tradition de droite en France, de l'extrême droite et de la droite en général, pour la transgression et pour l'homme nouveau. Donc c'est quand même très largement... Pas Bernard Tapie, puisque Bernard Tapie... Non, bien sûr, c'est pour ça que je fais la différence, si vous voulez. Je vous dis que c'est quand même très spécifique à la tradition de la droite et de l'extrême droite de faire venir un homme de l'extérieur du système pour effectivement fendre et casser le système intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toujours eu une construction de la droite et de l'extrême droite comme se voyant et se construisant à l'extérieur du système, et donc contestant, si vous voulez, l'intérêt du système. Je ne suis pas sûr que Bernard Tapie soit très pertinent dans l'affaire, parce que, il avait une percée à l'élection européenne, c'est vrai, c'était une percée médiatique, mais ça restait, si vous voulez, en zigzag. Elle a été arrêtée pour des raisons d'ordre judiciaire également. Oui, absolument, voilà. Donc, elle n'a pas pu prospérer. Voilà. Là, je trouve que le phénomène Zemmour, si vous voulez, il faut l'analyser pour pouvoir dire ça, a une certaine cohérence, une cohérence intellectuelle, politique. Quand on lit effectivement ces ouvrages, on voit qu'il y a une cohérence, on vient d'en parler, entre ce mélange De Gaulle, Pétain. Moi, je dirais que c'est effectivement, de manière construite, gaullisme et maurassisme mélangés. Mais un certain gaullisme, qui serait justement le premier gaullisme, un peu mythique si vous voulez, et c'est de manière très précise, je crois, le nationalisme de 1910, qui serait actualisé avec le nationalisme du RPR du moment de l'appel de Cochin en 78. Qu'est-ce que ça veut dire, le nationalisme de 1910 le général de Gaulle? Parce que là, c'est le nationalisme des lettres à sa mère. Oui, exactement. C'est le nationalisme de Gaulle quand il a 20 ans, avant qu'il opère cette sorte d'évolution vers l'acceptation de la République, où il va entrer en République dans les années 1920 et surtout les années 1930 pour essayer de l'influencer de l'intérieur. Et ensuite, il va avoir comme projet de redéfinir la République de l'intérieur de la République. Passage de la République parlementaire à la République présidentielle. Mais en 1910, c'est un moment nationaliste pour une partie des étudiants, par exemple. On sait qu'il y a cette influence. Et puis, c'est surtout le magistère intellectuel de l'Action française. Oui, parce qu'à cette époque, il faut rappeler, Nicolas Rousselier, que De Gaulle, comme tous les jeunes gens de son milieu, était maurassien. Oui, lecteur en tout cas de Maurras. Alors, c'est pour ça que, si vous voulez, Zemmour peut utiliser De Gaulle, lecteur de Maurras. Mais ce que fait Zemmour, c'est qu'il dénoyote dans le système de Maurras, il dénoyote l'antisémitisme, mais l'antisémitisme est remplacé par l'anti-islamisme. La différence entre les deux, c'est qu'en fait, dans l'antisémitisme maurassien, ce qui était reproché, si vous regardez par exemple les ouvrages de Pierre Birnbaum, c'est que le juif était trop assimilable d'une certaine manière. Il était au Conseil d'État avec Léon Blum, il était à l'état-major avec le capitaine Dreyfus. Le musulman, dans la version de Zemmour, il est inassimilable. Donc c'est une différence importante, mais ça joue quand même le même rôle. On retrouve l'antilibéralisme, on retrouve même chez Zemmour, c'est assez, entre guillemets, amusant, beaucoup dans anglophobie, par exemple. On retrouve aussi le rejet du régime
du système politique. Donc Zemmour ne peut pas dire que la Ve République est instable, comme l'était la Troisième République que Maurras critiquait, c'est-à-dire instabilité du gouvernement, mais il nous sort le gouvernement des juges. Et le gouvernement des juges lié à l'Union européenne rend instables les politiques publiques en France, donc détricote. Et puis, il y a aussi le combat littéraire, c'est-à-dire que la haine de Maurras et de Daudet allait contre le romantisme du 19e siècle, et Zemmour, il a la contre-révolution culturelle contre 68. Bon, on est quand même passé, Valérie Gounet, d'un racialisme à un culturalisme aujourd'hui pour l'extrême droite. Si on compare par exemple les thèses qui étaient les thèses dominantes de l'extrême droite dans les années 30, celles-ci sont très différentes de celles qu'on entend, y compris dans les propos d'Éric Zemmour, dont vous dites qu'il défend pour partie le maréchal Pétain. Oui, et ce que je disais tout à l'heure, hein, il le défend avec une certaine fierté. C'est ça aussi, j'allais dire, qui est intéressant. Il ne faut pas l'oublier, dans une configuration qui est vraiment nouvelle. Pourquoi il défend aussi? C'est parce qu'il y a cette opposition entre la diabolisation et la dédiabolisation. Hein. Il s'oppose ouvertement à Marine Le Pen, qui semblait avoir un boulevard pour cette élection. Alors, on est déjà dans ce cas, quoi. Après, ce que je trouve aussi, j'allais dire, intéressant, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Aujourd'hui, on parle toujours de sondage, donc il faut le faire avec précaution. On est à plus de 30% des personnes interrogées qui sont à l'extrême droite. Et ça, je trouve que c'est un fait fondamental à souligner aujourd'hui. C'est quelque chose c'est la première fois au XXe siècle et au XXIe siècle. Donc on est là-dedans. Et on est aussi dans cette stratégie qui revient à Jean-Marie Le Pen. Il faut bien savoir qu'il y a une continuité aussi historique et on s'inscrit là-dedans. La première chose, c'est que depuis 1995, le vote du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, ne cesse d'augmenter. À part la parenthèse de 2007. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'aux dernières élections, il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, tout le monde le sait, a raté un débat. Est-ce que cette faiblesse va perdurer? Pour l'instant, on ne sait pas, mais elle a ça dans sa chaussure. Donc ça aussi, on en est là. Après, où va-t-on en être? C'est vrai que par rapport à Pétain, c'est fondamental, mais il y a d'autres choses qu'il expose. Je pense par exemple à la défense de Tariq Ramadan, qui a quand même violé quelques femmes avec des termes très connotés, l'emprise de la femme, etc. À cette comparaison avec le docteur Mengele, vous voyez, par rapport aux personnes trans. Donc on est vraiment dans un champ lexical, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Mais aussi, là encore, on retrouve la dimension de la transgression, c'est-à-dire par rapport à un certain nombre de choses qui se disent et ne se disent pas. Lorsque, par exemple, on convoque Mengele dans le débat politique, on est très clairement dans une figure très transgressive. Nicolas Rousselier. Oui, certes, mais je ne suis pas sûr que... Et Valérie Gounet a tout à fait raison de mentionner les 30%, 32, 33% actuellement, si on additionne. Alors on additionne des intentions de vote avec d'autres intentions de vote, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, il ne faut pas se le cacher, 30% d'intention de vote, 32% pour l'ensemble de l'extrême droite, c'est très impressionnant pour l'observateur politique. Mais je ne suis pas sûr que les phénomènes transgressifs qui retient par exemple nous, peut-être notre attention à nous, soient les moteurs de cette attraction des électeurs, de ce que j'appelais les électeurs disponibles. Je pense par exemple que bien sûr la critique de l'islam de manière radicale, confusion entre islamisme et islam, l'islam est par définition inassimilable parce qu'il va nous expliquer que c'est à la fois un droit, une politique et que donc ça ne peut pas être assimilé ou intégré dans la société française. Donc je pense que ça fait plus de buzz, y compris ce qu'il a dit hier sur la limitation de vitesse. Ça peut être plus efficace. Et le permis à point. On en reparle dans quelques instants. Donc, l'une des propositions d'Éric Zemmour hier consisterait à supprimer le permis à point. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Valérie Gounet et Nicolas Rousselier, vous êtes tous les deux historiens. Il est 8h sur France Culture.
8h23, Élysée 2022, les extrêmes droites en campagne. Nous sommes en compagnie de l'historienne Valérie Higounet. Vous êtes directrice adjointe de Conspiracy Watch. Nicolas Rousselier, et vous êtes également chroniqueur sur France Culture, il faut le dire, dans l'excellente émission de Greg Phillips le samedi à 12h45. Et puis on vous doit la force de gouverner le pouvoir exécutif en France aux éditions Gallimard. Une remarque au sujet de ce que vient de dire Stéphane Robert. Nicolas Rousselier, nous sommes souvent accusés, nous les journalistes, d'avoir contribué à créer Éric Zemmour. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de dire qu'Éric Zemmour est une création médiatique? Alors, si on veut dire qu'il vient du champ médiatique, du champ des journalistes, bien sûr, c'est vrai. Donc, en ce sens presque banal, littéral, il est une création des médias. Donc, il a tiré une compétence dans un champ qui n'est pas le champ professionnel de la politique pour venir maintenant dans le champ politique. Mais si on veut dire par là que c'est une création en quelque sorte artificielle, ben non, pas du tout. C'est une création des médias, mais ça a du sens. Le premier sens que ça veut dire que le champ politique lui-même n'est pas capable de produire le même phénomène. On pourrait s'attendre, notamment sur la question du souverainisme, et pourquoi pas le souverainisme de gauche, à ce que le phénomène de brèche, de montée de la courbe, aurait pu profiter à un personnage de gauche, on peut penser par exemple à Montebourg, ou bien à d'autres personnages venus de l'extrême droite, on vient de citer Dupont-Aignan. Or, ça n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est la nouveauté du personnage qui rencontre une demande. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Je veux bien dire que l'offre Zemmour est effectivement une création des médias, mais la demande, ce n'est pas une création médiatique. Ce n'est pas vous, les journalistes, qui avez créé cette demande. Et vous avez eu Vous pouvez dire du mal de nous. Ah oui, écoutez, maintenant je joue un peu sur les deux tableaux, donc je ne vais pas ruiner mon début de carrière. Mon début de carrière comme chroniqueur. Non, sérieusement, la demande... Même si, bien sûr, on a tout à fait raison, Stéphane Robert vient de le dire, que c'est une demande qui est pour le moment cristallisée sur des sentiments de colère, de rejet, et on ne se pose pas la question de la compétence. Et la dernière ligne droite de l'élection, les électeurs se posent la question de la compétence. Mais pour le moment, c'est un phénomène social et politique. Je vais prendre rapidement la comparaison avec le boulangisme. C'était très intéressant de voir qu'une partie de la gauche républicaine avait traité Boulanger de tous les noms, de cirque, d'un phénomène tout à fait superficiel et éphémère. Ils avaient raison pour le côté éphémère. C'est-à-dire une fois qu'on a retiré Boulanger de l'affaire, le boulangisme s'est dégonflé comme une baudruche. Mais vous avez un autre personnage à l'époque qui était encore républicain, qui hésitait et qui s'appelait Jaurès. Il hésitait à se convertir au socialisme. Et l'analyse qu'il a faite du phénomène boulangiste par le bas, c'est-à-dire comme phénomène social, a fini de le convertir pour le socialisme. Parce qu'il s'est dit, ces ouvriers que je côtoie sont attirés par Boulanger. Il se passe quelque chose. Et le diagnostic qu'il fait, c'est que la République n'est pas assez sociale, la République ne donne pas assez de sens à la vie des ouvriers, et il faut donc passer à autre chose. Il faut passer du républicanisme au socialisme. Donc en fait... Il faut faire très attention. Un phénomène peut être éphémère, mais peut aussi entraîner tout à fait la nécessité d'une nouvelle analyse. Alors, dire d'Éric Zemmour qu'il appartient à la sphère médiatique, c'est une tautologie, puisqu'il est journaliste. Valérie Higounet, ce n'est pas la première fois que l'extrême droite... de fait, voit ses rangs se grandir d'un ou de plusieurs journalistes. Il y a eu l'exemple de Drummond, et là, pour ce qui concerne Drummond, nous n'y étions pour rien. Il y a Léon Daudet, il y a toute une série comme ça de pamphlétaires qui ont grossi les rangs de l'extrême droite sans pour autant tous franchir le cap de la participation politique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors moi, je veux revenir sur cette création médiatique. Éric Zemmour n'est pas une création médiatique, en tout cas c'est lui qui l'a créée. Il savait exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire il vient évidemment de la sphère médiatique et il y a une continuité dans sa démarche. Il faut rappeler qu'il était éditorialiste, comme vous le savez, CNews. Et je reviens sur le côté provocateur. Il a une visibilité et c'est sa stratégie principale. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il a braqué, un fusil pour se faire voir. Donc ça, c'est la première chose. Je crois qu'il faut prononcer un mot dans tous ces sondages, etc. C'est l'abstention.
Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, les Français sont las de la politique, sont inquiets, et c'est toujours la même chose. Pourquoi pas essayer une nouvelle personne? Alors, je dis pas que je suis optimiste par rapport à cette éventuelle candidature qui se confirme de plus en plus, mais il faut pas oublier qu'ils veulent du changement. Plus d'un Français sur deux veut du changement, et pourquoi pas Zemmour? Pourquoi pas cette nouvelle personne qui n'a pas d'expérience politique, mais qui peut faire, pourquoi pas, changer les choses radicalement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette stature soi-disant d'homme politique, c'est vrai qu'il faut la décerner d'autres qui sont très minoritaires et qui se présentent à l'élection présidentielle. Je pense par exemple à Florian Philippot, qui aurait eu, par rapport à sa stature de numéro 2 du Front National, peut-être un avenir. Mais justement, ce qu'on disait tout à l'heure, ces personnes sont engagées dans la brèche du complotisme. Et il y en a d'autres, je pense aussi, quand on parle de Dupont-Aignan ou des personnes comme ça, plus ou moins timidement. Alors, il y est totalement, Florian Philippot. Mais on pourrait peut-être dire qu'Éric Zemmour est moins engagé dans le complotisme que ces deux personnes que vous venez de citer. Florian Philippot ayant pris ou essayé de prendre, en tout cas, l'ascendant sur une partie de ceux qui sont hostiles ou bien au pass sanitaire ou bien au vaccin. Par conséquent, on a affaire à des gens qui sont plus engagés dans ce mouvement-là qu'Éric Zemmour, qui a fait quelques remarques prudentes. Pour l'instant, il demeure assez prudent à cet égard. C'est le mot. C'est la prudence. On sait tous qu'on ne peut pas être candidat à la présidentielle en étant taxé de complotisme. C'est pas possible, c'est antinomique, quoi. Je veux dire. Donald Trump le fut. Oui, mais là, je parle de la France, en fait. Je parle pas des États-Unis. Aujourd'hui, on a eu, non pas des exemples, mais je pense à un homme qui était président du Front National pendant longtemps. Le détail a été dévastateur, même si l'élection présidentielle consécutive n'en a pas eu vraiment les incidences directes. Mais quand vous interviewez... Ce n'est pas ce que pense Jean-Marie Le Pen. Lui pense que ce type de saillies lui ont été nécessaires et qu'au contraire, elles sont en train de perdre sa fille. Est-ce que, dans une certaine mesure, la candidature d'Éric Zemmour, si celle-ci est avérée, ne lui donne pas raison à Jean-Marie Le Pen? Alors, deux choses. Lui le pense, mais nous qui sommes observateurs de la vie politique, on ne le pense pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors récemment, Jean-Marie Le Pen donnait une interview et il disait que c'était un honneur ce que disait à voix haute Éric Zemmour. Il continuait donc, selon Jean-Marie Le Pen, dans cette filiation de diabolisation. Oui, donc on est... dans un héritage, j'en suis pas sûre, mais je vais réemployer le mot de continuité. Qu'en pensez-vous, Nicolas Rousselier? Moi, je poursuis dans la même idée. À partir du moment où il y a une prime à la transgression, le fait, par exemple, d'essayer de défendre pour partie, parce que ce n'est pas en totalité l'héritage du maréchal Pétain, le fait de prôner des solutions radicales, par exemple la suppression du permis à points, alors qu'il y a un consensus depuis Jacques Chirac sur le fait que la sécurité routière est un thème d'union nationale. Est-ce que tout cela n'est pas aussi une manière de dire que les autres politiques, ceux qui sont des politiques de carrière, sont finalement timorés, confis dans des recettes éculées? Oui, alors, vous essayez de toujours m'emmener en quelque sorte sur le thème de la transgression. La transgression, moi, je la verrais comme l'adjuvant, c'est-à-dire le facteur X qui développe le propos de Zemmour. Mais encore une fois, je pense que le propos de Zemmour, c'est une grande différence avec Philippot, Dupont-Aignan, etc. Le propos de Zemmour est un système. Il y a un système Zemmour, c'est articulé, c'est vertébré. Et comme je le disais tout à l'heure, ça tient à l'histoire du nationalisme. Il fait un cocktail assez improbable, mais qui est construit à sa manière entre donc, le gaullisme partiel et le maurassisme. Donc ça tient la route, mais en plus de ce nationalisme old school, je pense qu'il y a... vieille école. Il y a le souverainisme. Et encore une fois, le souverainisme était en quelque sorte disponible. Il pouvait être pris par la gauche, préempté par la gauche. Le souverainisme aurait pu aussi être repris de l'intérieur par un parti politique traditionnel. Je pense au scénario britannique,
où là, vous avez un vieux parti, le Parti conservateur, qui, avec beaucoup de problèmes, hein, de difficultés et de divisions, mais a quand même réussi à reprendre le souverainisme, réussir le Brexit dans la personne de Boris Johnson. Et Boris Johnson est souverainiste sans être extrémiste, anti-islam, anti-immigré, pour l'essentiel. Donc, il y a un souverainisme. En France, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le souverainisme va sur Zemmour, non pas sur un leader de gauche ou un leader nouveau. Ça, je pense que c'est la question essentielle. Il y a également d'autres prises de position chez Éric Zemmour, Nicolas Rousselier. Il y a par exemple le masculinisme, il y a, je ne sais pas si on peut forger ce néologisme, mais l'automobilisme. Il faut savoir que le parti des automobilistes, même si celui-ci n'a jamais eu de consistance, a toujours été un peu dans les limbes. Nicolas Miguet, par exemple, dont on a vu la possible candidature ressurgir de loin en loin, s'est présenté notamment comme étant du parti des contribuables, du parti des automobilistes. Bref, et il y a eu un certain nombre de tentatives de ce type qui probablement sont encouragées par l'expérience des Gilets jaunes. Oui, absolument, mais là, effectivement, je pourrais la reprendre, le terme de transgression, mais c'est des transgressions un peu téléphonées, en quelque sorte. Ce sont des transgressions qui sont délibérées et préparées à l'avance. Et ça tient au fait, comme on en parlait tout à l'heure, ça tient au fait de cette mutation de l'élection et de la manière de faire campagne électorale. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de parti politique, il n'a pas la lourdeur d'avoir à être fidèle à un parti politique. Donc c'est un énorme avantage pour chasser et attirer les électeurs disponibles. À partir de là, vous faites une campagne avec chaque week-end un élément, oui, qu'on peut appeler transgressif, mais qui est aussi un petit peu de reprise de Gilets jaunes, qui est tout à fait un moyen aussi de dire, il a repris le terme de Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Voilà, donc en fait, il y a cette mutation qui est vraiment globale, qui est tout à fait surprenante et vraiment passionnante par certains égards pour l'observateur politique. Il n'y a plus la même façon de faire politique, il n'y a plus les partis, il n'y a plus les identités fixes, il y a quelque chose de disponible et il y a une stratégie nouvelle. C'est comme si on était passé de la stratégie défensive derrière les tranchées à une stratégie offensive, la guerre de mouvement. Et la guerre de mouvement, comme l'a très bien dit De Gaulle justement, c'est que, en fait, ou Clausewitz, c'est que vous improvisez en fonction de l'adversaire. Donc ça c'est très nouveau. Macron l'avait fait, Trump l'avait fait aussi, bon, chacun dans son couloir, et Zemmour reprend la recette. Valérie Gounet, on a donc aujourd'hui plusieurs extrêmes droites. Si vous deviez définir ce qui distingue par exemple l'extrême droite de Marine Le Pen de l'extrême droite incarnée par Éric Zemmour. Alors, pour définir, j'allais dire justement un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. L'extrême droite de Marine Le Pen, c'est une extrême droite qui est entre guillemets beaucoup plus lisse, qui ne dit pas, qui parle à mots fermés, à mots couverts. Donc, alors, ça, c'est fondamental, mais c'est aussi... Alors que, Éric Zemmour, c'est une extrême droite radicale. Et il ne s'en offusque pas. Mais c'est-à-dire, vous diriez qu'il est plus à l'extrême droite, je ne sais pas, que ce serait l'ultra-extrême droite. Ah oui, je dirais sans aucun souci qu'Éric Zemmour est plus à l'extrême droite. En tout cas, il le revendique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on parle du permis à points ou quand on parlera d'autre chose la semaine prochaine, il est évident qu'il faut qu'il élargisse son électorat. Et ça touche un électorat beaucoup plus large. C'est beaucoup plus simple d'entendre ça que d'entendre autre chose quand on parlait, par exemple, de Pétain et de la révision de l'histoire de Pétain. Donc il a des grosses faiblesses, Éric Zemmour. Il s'adresse à un électorat précis, je pense au CSP+. Il s'adresse aussi, il faut aussi s'adresser plus aux femmes, parce que justement, pour l'instant, son étiquette de masculiniste ne fonctionne pas auprès du vote des femmes. Et il faut justement rebondir, s'opposer ouvertement à Marine Le Pen et au Front National RN. Donc, on sait qu'elle a des atouts. Les différents sondages montrent aussi que pour la majorité de la population, Éric Zemmour n'a pas l'étoffe d'un homme présidentiel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut revenir sur ce vote des femmes. Marine Le Pen, elle l'a.
Hein. Elle a une égalité depuis 2012 entre les femmes et les hommes. Hein. Et puis il faut revenir, je pense aussi, non, il faut aller dans la direction, comme le Front National l'appelait depuis 1995, le social c'est le Front National. Donc on est aussi, il faut pointer ces énormes faiblesses et il y en a d'autres, quoi. Qu'en pensez-vous justement à cet égard, Nicolas Rousselier? Les extrêmes droites, quels sont leurs caractères distinctifs? Oui, ce qui est difficile dans la période actuelle, c'est de savoir si Zemmour attire en raison de sa nouveauté, on en a parlé, il vient d'un autre champ que des professionnels de la politique, ou en raison de sa position, et je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une position plus à droite, plus à l'extrême droite que celle de Marine Le Pen. Je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a des faiblesses. Et une des faiblesses que l'on va peut-être voir arriver à partir du mois de janvier, donc la deuxième phase de la campagne, c'est peut-être la faiblesse de se projeter. Donc en fait, Stéphane Robert l'a dit tout à l'heure, il y a l'analyse de la compétence des candidats dans la dernière ligne droite. Il y a aussi le fait qu'il faut donner envie de se projeter sur le mandat suivant. Quelque chose donc d'un peu de positif et d'optimisme. Or, Zemmour vient dans son univers intellectuel, il vient du déclinisme, hein, il vient de cette, on n'en a pas encore parlé, mais d'une façon d'écrire l'histoire française tout à fait particulière, une histoire capétienne, les 43 qui ont fait l'histoire de France, et puis les 40 années qui ont fait le déclin, les 40 dernières années. Pourquoi une histoire capétienne? Histoire capétienne, bon, c'est une allusion au fait qu'il y avait dans l'historiographie française, par exemple dans les années 1900, 1930, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, un public, un lectorat, et puis des historiens visant ce lectorat, qui étaient des historiens souvent non universitaires, et qui vantaient la continuité de la chaîne des temps, donc notamment en mettant l'accent sur le rôle des rois. Lui, il serait plus bonapartiste en même temps que monarchiste. Il est plus bonapartiste que... alors il se réclame de Jacques Bainville pour reprendre... Mais Bainville, c'était Action française, donc c'était plutôt le néo-royalisme. Enfin, quoi qu'il en soit, l'important, c'est pas... Bainville n'ayant pas collaboré du tout, il faut le dire, parce qu'il est mort en 1936. Ouais. Exactement. Donc, non, l'important, c'est en fait de construire une méta-histoire hein, qui renoue la chaîne des temps. Bon, c'est ce que fait Zemmour, mais il le fait à travers, et c'est normal pour, comme je le dis, un nationalisme de 1910 agrémenté de l'appel de Cochin de 78, le RPR jusqu'en 78. L'appel de Cochin, là, il faut rappeler... Anti-européen. Appel Jacques Chirac est à l'hôpital Cochin. Et appel, vous avez la même chose que appel du 18 juin. Donc évidemment, c'était un contexte tout à fait différent, mais c'était ça qui était quand même sollicité. C'était de dire que le gaullisme renoue avec un appel contre l'étranger, le parti de l'étranger et contre l'Europe. Donc c'est un appel au souverainisme. Le mot n'existait pas encore, souverainisme, mais c'est exactement ça, l'appel de Cochin. D'ailleurs, dans son livre, il y a un chapitre où Zemmour reproduit tout le texte de l'appel de Cochin. Et à la fin, il fait un tout petit commentaire. Donc, on a ça. Le problème de cette vision de l'extrême droite, sa faiblesse donc, c'est qu'il insiste sur tous les caractères du déclin, tous les signes de la décadence, à tel point que ça ruine en quelque sorte la possibilité de se projeter. C'est vrai, quand on insiste sur la décadence, ça ruine un petit peu la possibilité de l'espérance, disons. Et là... avec son permis à points, il peut toucher, et c'est ce qu'il cherche à faire, à aller sur les classes sociales, les classes populaires, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il y aura cette question, qu'est-ce qu'on fait? C'est par exemple la question avec les immigrés, il y a la théorie du grand emplacement, mais si la solution c'est la remigration, c'est-à-dire les foutre à la mer, à ce moment-là, je pense que là, en tout cas, on peut l'espérer, il y aura un problème de projection et beaucoup de Français qui peut-être actuellement se disent intéressés par Zemmour, donc se dire intéressé, c'est pratiquement se dire électeur dans les sondages actuels, reviendront et n'iront pas jusqu'à voter Zemmour. Valérie Gounet, un commentaire. Un commentaire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est sûr. Hein. On est à quelques mois de la présidentielle. Tout peut changer. Va-t-il se présenter ? Il semblerait qu'il y ait énormément de probabilités qu'il se présente. Au fur et à mesure, évidemment, qu'il va dévoiler son staff. Hein, il commence à le dévoiler. On a une note dans Mediapart où on commence à voir les profils. Au fur et à mesure qu'il va avancer dans son programme, hein, c'est sûr que... pour moi, il est évident qu'il y a énormément de personnes qui vont se rendre compte de la dangerosité de ce qu'il propose. Et je pense que justement, pourquoi pas se rabattre sur Marine Le Pen aussi. Donc on va avoir ce jeu. Est-ce qu'elle va
est-ce qu'elle va être plus compétente? Il semblerait, en tout cas, qu'elle soit plus compétente aux yeux de l'électorat. Donc, on en est là. Ça sera une élection, en tout cas, où l'extrême droite va être omniprésente par rapport aux futurs, entre guillemets, débats et par rapport aux discussions que nous aurons ensemble. Et est-ce que l'on peut imaginer, parce que là aussi, si on reprend l'histoire de l'extrême droite que vous connaissez bien, Valérie Gounet, des scissions au sein de l'extrême droite française, il y en a eu. Il y a eu le départ d'une partie de frondeurs du Front National, puisqu'à l'époque c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen. Bruno Maigret est parti en portant une partie des troupes, ce qui explique l'histoire postérieure du Front National et de la reprise en main par Jean-Marie Le Pen, mais cette tentative a fait long feu. Oui, c'est vrai que depuis que le Front National existe, il y a eu plusieurs scissions, même dans les premières années de l'existence de ce parti. Et on a vu que c'était dévastateur. À chaque scission, les résultats électoraux chutaient. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut imaginer une scission? C'est toujours dur d'imaginer. Là, je pense pas. Je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, parler d'une union des droites. On sait qui s'est rapproché de Marion Maréchal. On connaît aussi son idée. On l'a vu avec Robert Ménard il n'y a pas longtemps. Donc, il va essayer peut-être de créer cette alliance qui n'a jamais existé. Nicolas Rousselier, un commentaire à ce sujet. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que là aussi ça fait partie des mythes qu'il cherche à réactiver, il cite l'appel de Cochin de Jacques Chirac, il cite le RPR, autrement dit une droite large, plutôt populaire, qui irait donc d'une partie du RPR d'antan à une partie du Front National d'aujourd'hui. Du Rassemblement national. Pardon. Oui, je pense qu'il faut aussi poser la question du leadership, c'est-à-dire effectivement la taille d'un leader, la capacité tout simplement à être un leader, par exemple la capacité à faire un meeting, non pas signature de livre, mais un meeting où on embarque les gens, on soulève l'enthousiasme. Et c'est vrai que dans l'histoire du Front National, il y a eu des scissions, des divisions, mais tant que le leader était debout, si je puis dire, Jean-Marie Le Pen, ensuite Marine Le Pen, c'est le leader qui rétablissait quand même assez rapidement après la scission, qui rétablissait le matelas, disons, des lecteurs. La question qui va se poser pour Zemmour, elle est presque un peu de l'ordre de la technique politique, c'est cette capacité à incarner un leadership. Mais vous avez raison, sa stratégie, il le dit extrêmement clairement, c'est pour ça qu'il revient à cette date symbolique de 1978, l'appel de Cochin, c'est de revenir c'est un peu retour vers le futur, comme le film, hein. Il revient en 78 pour dire, à ce moment-là, il y a eu une bifurcation fondamentale dans la vie politique française, ce qui n'est pas faux, de dire que le RPR s'est rallié à la construction européenne, à une forme de libéralisme économique, etc., libéralisme culturel aussi en partie, et donc a laissé la place au Front National. Et lui, il veut tout simplement, et Valérie Gounet a raison, c'est le mot-clé, une union des droites. C'est la recette, pas simplement pour passer au premier tour, mais dans son rêve, même de gagner le deuxième tour. Et oui, parce que là aussi, parmi ses propositions, parmi sa lecture de la société, Éric Zemmour est beaucoup moins libéral sur le plan des mœurs que la droite républicaine, mais aussi beaucoup moins libéral que le Rassemblement national. Oui, il est beaucoup moins libéral. C'est vraiment, ça m'a surpris à la lecture que j'ai faite récemment pour préparer l'émission, l'antilibéralisme. L'antilibéralisme a décliné à toutes les sauces, c'est-à-dire antilibéralisme économique, mais aussi un antilibéralisme politique, par exemple, concernant les institutions, un antilibéralisme culturel, et comme je disais, ça va jusqu'à la détestation de la tradition anglo-saxonne, qui est pourvue de tous les maux. Donc l'élément antilibéral dans la crise de la mondialisation, la crise économique actuelle, et peut être porteur. Un mot de conclusion, Valérie Gounet. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'attitude des droites françaises. Comment vont-elles se comporter par rapport à cette extrême droite? Je pense à la contamination politique qui a lieu depuis plusieurs années. Je pense par exemple au début des années 90 avec Chirac et Le bruit et l'odeur, avec Éric Ciotti il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il va y avoir une surenchère, j'allais dire sémantique et politique, pour faire des appels de pied justement, et pour justement, j'allais dire, se faire voir? Comment vont faire justement ça existe dans l'histoire des droites et extrêmes droites françaises, hein. Donc ça aussi, ça va être fondamental dans cette élection.
Merci à tous les deux. Nicolas Rousselier, La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, c'est aux éditions Gallimard. On vous retrouve également dans l'émission de Grégory Phillips, Politique, tous les samedis à 12h45. Valérie Higounet, merci. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de Conspiracy Watch. Je vous propose maintenant d'accueillir mes camarades que vous retrouvez quotidiennement. Adèle Vendrette pour Oulala, Arnaud Laporte pour À quoi rêvez-vous et Quentin Lafay. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.